Bonsoir à tous, merci d'être venus pour un sujet enfin, je suis assez surpris de voir des gens finalement parce que non, c'est vrai, c'est pas un sujet qui est extrêmement répandu. Alors je vais vous expliquer qui je suis d'abord. Je m'appelle David, je suis connu sous le nom du colonel Von Hagen sur Internet parce qu'en fait je suis un des dirigeants du cercle Richelieu. On est un cercle royaliste et ça peut paraître paradoxal qu'un royaliste traite une campagne napoléonienne. Mais justement, en fait, quelque part, je me dis que je suis peut-être un petit peu mieux placé qu'un bonapartiste pour parler de ces choses-là, parce que j'aurais une vision peut-être pas biaisée. Bon, c'était un mot pour rire. Ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette campagne, qu'en France on appelle la guerre d'Espagne, mais qui fait souvent confusion avec la guerre d'Espagne des années 30, que les Anglais appellent Peninsular War, la guerre péninsulaire, parce qu'ils font référence à la péninsule ibérique, et les Espagnols appellent ça la guerre d'indépendance. Donc 3 noms pour un même sujet. Ce sujet m'a attiré en premier lieu parce qu'en fait on attribue à cette campagne la naissance du terme guérilla. Guérilla, en fait, c'est en espagnol, si on traduit en français, ça donne petite guerre. Or, la petite guerre est plutôt du fait des Français. Car la petite guerre, en fait, c'est quelque chose qui a été développé pendant les campagnes de la Nouvelle-France. Et c'était les compagnies franches de la marine qui pratiquaient la petite guerre. Bref, je suis venu à ce sujet-là par la petite guerre, parce qu'effectivement, on a sur ce théâtre espagnol, sur cette péninsule ibérique, Portugal et Espagne, on a un terrain, on a une zone géographique encadrée par la mer, par l'océan Atlantique et la Méditerranée, et fermée par une chaîne de montagnes. Donc quelque part, on pourrait assimiler ça à un champ clos. Ensuite de cela, on voit s'affronter plusieurs choses. On voit s'affronter donc les Portugais, les Espagnols forcément, les Français et les Anglais. Donc à un moment où l'Europe est entièrement dominée par les armées napoléoniennes, on voit se développer en fait sur cette sphère géographique une sorte de bataille microscopique de ce qui se passe en fait sur le reste du continent européen. Et on voit se développer à la fois quelqu'un qui sera, on va dire, la némésis de Napoléon, puisque c'est Arthur Wellesley qui deviendra le vicomte de Wellington plus tard, qui battra Napoléon à Waterloo. Donc en fait, sur cette période de 1807 à 1814 environ, on a en fait c'est ce que disait Napoléon d'ailleurs, il l'a appelé l'affaire d'Espagne, c'est ce qui a plus ou moins précipité, un des éléments qui a précipité sa chute. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est à la fois la lutte d'un peuple, le peuple espagnol en fait, qui se fait envahir par la France. Vous allez voir de manière assez étrange quelque part. Donc ce peuple qui est en transformation, puisque le peuple espagnol et le peuple portugais ont vu d'un sale œil, ont pas très très bien vécu la mort de Louis XVI, pour tout un tas de raisons, on va dire civilisationnelles, je vous le fais à grands traits là, pour le moment. On voit s'affronter également donc l'armée anglaise, qui est une armée quelque part naissante, puisque c'est une petite armée, très bien entraînée, faite de volontaires, ce qui est intéressant pour l'époque, je trouve. Et en miroir de cela, on a l'armée française, qui est une armée de conscrits. Et en plus de ça, c'est une armée multinationale, puisqu'en Espagne vont s'affronter également des Suisses. Vous allez avoir des Suisses côté français et des Suisses côté espagnol. Non mais c'est un beau bordel. Vous avez des Italiens et vous avez quelques éléments de la Confédération du Rhin, cette espèce de construction que Napoléon a créée, qui va nous causer des problèmes quelques années plus tard, en 1870. Et donc, en fait, il faut remonter bien avant l'avènement de l'Empire
de Napoléon et les guerres de la Révolution pour trouver une alliance entre l'Angleterre et le Portugal. C'est en fait le traité de Windsor en 1386 qui va sceller le destin du Portugal et de l'Angleterre. À partir du moment où le Portugal va commencer à avoir des colonies en Amérique du Sud, l'Angleterre va profiter de l'or portugais. Puisque, en fait, l'or qui arrivait par les galions jusqu'au Portugal transitait de manière commerciale jusqu'à l'Angleterre. Et l'Angleterre n'a jamais réellement eu besoin, de mettre un pied en Amérique du Sud, puisque, en fait, elle bénéficiait par ricochet du Portugal. En fait, ce traité de Windsor en 1386, c'est tout simplement l'Angleterre qui aide les Portugais à se débarrasser des morts. Hein, et leur destin est lié. Et c'est toujours vrai au XIXe siècle. En fait, la Révolution va bouleverser les relations diplomatiques entre la péninsule ibérique dans son ensemble et la France. Vous savez peut-être que au démarrage des guerres révolutionnaires, vous avez l'Espagne qui s'allie à la France, qui s'allie à l'Angleterre, pardon. En fait, ils subissent des pressions et ils vont nous envahir une partie en fait du sud de la France. Il y a dès ce moment-là, en fait, un petit peu avant, hein, si vous regardez bien les gens qui ont écrit leurs mémoires, etc., il y a un fossé presque civilisationnel entre le peuple espagnol et le peuple français. Parce que le peuple français a subi une mutation brutale due à la Révolution française. Ce sont devenus des créations des Lumières, tandis que les Espagnols ne le sont pas. Alors même si en Espagne, ce qui est très curieux de voir, c'est qu'en Espagne, vous avez un courant afrancinado, donc très enclin à ce qu'est la France, etc. C'était très bien vu d'avoir des œuvres d'art françaises, etc. Mais à partir du moment où la Révolution commence à intervenir, ce mouvement-là, il existe, mais il existe sous une autre forme. C'est-à-dire que vous avez des lettrés espagnols qui tentent d'introduire, j'allais dire l'illuminisme, non, les Lumières dans l'Espagne. C'est vrai notamment parce que vous avez ce fameux ministre Manuel Godoy y Álvarez de Faria, plus connu sous le nom d'Emmanuel Godoy, qui est un aventurier. Hein. Je pourrais même vous faire, je vous ferai quelque chose spécifiquement sur Manuel Godoy parce que c'est quand même une histoire. Il suffit de savoir que Manuel Godoy rentre aux gardes du roi. C'est un très bon guitariste. C'est quelqu'un qui parle bien, qui est beau gosse, hein, on va dire. Et la reine d'Espagne va le voir en prestation parce qu'il joue de la guitare. Et la cour espagnole, elle est très friande de tout cela. Et en fait, elle en fait son favori. Hein, je vous ferai pas des dessins, vous savez ce que ça veut dire. Et alors, il est tellement favori que ce monsieur, qui est de basse extraction, hein, va atteindre finalement les plus hautes sphères du pouvoir. Et c'est lui qui va essayer d'introduire tout un tas de réformes. Il est plutôt enclin à être du côté napoléonien, mais plus pour des raisons personnelles. Il veut se maintenir au pouvoir, quoi. Ça va pas bien se passer pour lui de toute façon. Mais je vais pas vous faire trop de citations non plus, mais pour revenir un peu sur cette atmosphère entre le peuple espagnol et les Français, lorsque vous lisez les mémorialistes, alors je vous ai amené des références pour que vous ayez un petit peu, je pourrais vous noter les. C'est toujours quand je cherche mon bouquin que je le trouve pas. Voilà. Donc vous avez un bouquin français qui a été écrit par Bernard Giovanelli. Non, ça c'est l'éditeur, pardon. Léonce Bernard. C'est Soldats d'Espagne, récit de guerre de 1808 à 1814. C'est très intéressant parce que vous avez des extraits de mémoire, mais vous avez également en fait des commentaires qui sont plutôt bien faits. Et vous avez un anglais en fait, parce que alors bizarrement, toute cette affaire d'Espagne, alors c'est vrai d'une manière générale pour ce qui est de l'histoire en général.
y compris l'histoire de France. Les anglo-saxons sont bien plus prolixes en bouquins que les Français. On a un gros problème dans ce pays, c'est qu'on déteste notre histoire. Et du coup, je suis régulièrement obligé d'aller chercher dans des sources d'auteurs britanniques pour pouvoir avoir des informations sur mon propre pays, ce qui est quand même un petit peu paradoxal et déplorable. Donc vous avez un historien anglais qui s'appelle Charles Esdale, qui est un vrai spécialiste de la guerre péninsulaire. Donc il a réécrit, en termes de bibliographie, jusqu'à présent, on avait une sommité, c'était un historien anglais aussi, qui s'appelait Oman, qui avait travaillé sur cette période-là. Et Charles Esdale a revu toute la période. Donc vous avez son livre The Peninsular War, bon, je sais pas s'il existe en français. Et vous avez ce livre qui s'appelle Peninsular Eyewitness. Donc c'est un peu le pendant de Soldats d'Espagne. Heureusement que quelqu'un l'a fait en français, celui-là. Et sinon, vous avez un auteur français qui est très bien. Je vous retrouve tout simplement, c'est Napoléon et la guerre d'Espagne chez Tempus de Jean-Noël Bréjon. C'est un ouvrage assez récent et justement, il ne prend pas tout un tas de biais parce que cette guerre dérange beaucoup, y compris en France et y compris les Lumières. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, dans tous ces témoignages que l'on peut retrouver, y compris une mode qui est apparue à la fin des guerres napoléoniennes, où en fait vous avez beaucoup de soldats qui se sont mis à écrire leurs mémoires, ce qui est juste fabuleux, c'est parfait. Vous avez alors, bon, faut toujours prendre ça avec comme disent les anglo-saxons, avec un grain de sel, parce que bon, vous avez forcément des biais, mais vous avez une photographie instantanée du type qui est en train de se crever la paillasse sur une ligne de feu, qui marche, qui va chercher au bivouac, qui va chercher sa pitance parce qu'il n'y a pas forcément toute la logistique qui suit les armées, etc. Donc vous avez toute cette information qui est qui est parfaite. Et alors, lorsque vous lisez par exemple un soldat français qui sert sous je vais le perdre. C'est pas Soult, c'est la tempête. Junot, pardon. Un soldat qui va participer à l'invasion du Portugal avec Junot, va vous expliquer que lorsqu'il se retrouve en Espagne, bon, il traverse l'Espagne, ensuite il se retrouve au Portugal, les villes sont sales, très sales. Les Espagnols, en fait, ce qui est assez curieux, c'est que vous avez ce Français qui trouve que les Espagnols ont un sens de la fête incroyable, c'est génial, mais d'un autre côté, il vous explique que c'est vraiment des feignants, ils sont crades, ils sont dangereux, parce qu'ils se font souvent égorger par les Espagnols qui en ont un peu plein les roustons d'avoir une bande de Français qui débarquent et qui font un bordel pas croyable, y compris dans leurs églises. Et vous avez en fait c'est un sous-off de l'armée française qui vous explique que lorsqu'ils se retrouvent au Portugal, donc ils ont pris la ville de Lisbonne, les officiers de l'armée portugaise étant si mal payés qu'ils font la manche. Vous avez des types, vous avez des capitaines, je crois que c'est un colonel, qui vient lui faire la manche. Lui, il est sous-off. Et il leur donne des pièces, parce que les mecs, ils n'ont pas assez à bouffer. Mais alors, on pourrait croire que ça vient du fait qu'ils se soient fait envahir, mais non, c'est pas ça. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le pouvoir en place en Espagne, donc la couronne d'Espagne, la couronne portugaise, sont extrêmement corrompus, la noblesse est très très corrompue, et finalement, les gens crèvent la dalle, quoi. Et les soldats sont pas bien payés. Donc vous avez tout ce contexte, en fait, qui fait que lorsque les Français arrivent là-dedans, ils ont cet état d'esprit de dire que, bon, bah, ça va être plié en 5 minutes, les Espagnols, ils valent pas grand-chose, et ils se trompent. Parce que, comme le disait un auteur anglais, je crois, on peut assimiler la campagne d'Espagne au Vietnam. C'est le Vietnam de Napoléon. Il va s'empêtrer là-dedans, et il va pas s'en remettre. Parce que ces Espagnols, soi-disant, on va leur mettre des claques assez rapidement et puis ce sera réglé, ben non, ils vont leur donner du fil à retordre. En fait, pour revenir un peu dans le fil, petit exemple aussi, le général baron Marbeau, dont je vous conseille les mémoires également, c'est un fleuve, c'est 3 volumes, c'est énorme, ça couvre toute la campagne napoléonienne. C'est très intéressant parce que ce garçon
Marbeau c'est un fils de noble français. Son papa a servi dans la maison du roi sous Louis XVI. Alors, étrangement, ce Marbeau, ça aussi c'est un sujet qui est intéressant de comprendre vis-à-vis de toute cette période et également de la guerre d'Espagne, c'est que vous avez des généraux dans l'armée française qui sont issus du peuple, certains sont des boulangers qui deviennent généraux, mais d'autres, et parmi les plus brillants, sont issus de l'aristocratie française. Parce qu'en fait, vous avez ça peut paraître surprenant. Moi, la première fois que je l'ai découvert, ça m'a surpris. J'avais pensé que tout le monde s'était barré et immigré dans l'armée de Condé ou etc. Mais non. Vous avez des gens en fait comme Marbeau, comme le papa Marbeau, hein, le père, qui va rester parce que c'est un militaire. Et à ce moment-là, en fait, les guerres de la Révolution font que la France est réellement en danger. Ça peut vite se terminer. Et donc, le père Marbeau va se retrouver à un commandement, il va se retrouver général, en face justement de l'armée espagnole. Lorsque le jeune Marbeau passe de l'âge d'enfant à l'adolescence, il vit dans cette France après-révolution, cette France en guerre permanente, et il va voir en fait Napoléon petit à petit émerger, et il est un très bon témoin parce que il a cette réflexion, étant issu de la noblesse, il a une certaine éducation, mais il a également une éducation militaire, donc il est capable de vous brosser des portraits assez saisissants, puisqu'en plus de ça, il va être dans tout un tas d'états-majors, puisqu'il va être successivement aide de camp, de Augereau, et je crois qu'il finira avec Soult. Et jusqu'à avoir son propre commandement, et puis bon, après ce sera terminé, et il va continuer sa carrière militaire sous la Restauration. Mais Marbeau, à un moment donné, en fait, il est jeune officier, il doit faire des relais de poste. Alors ça, c'est une histoire de fou, les relais de poste à cette époque-là. Je sais pas si vous connaissez cette histoire des relais de poste, mais alors, vous avez ce qu'on appelle voyager à francs-étriers. Je connaissais pas le terme. Voyager à francs-étriers, pour vous donner une idée, c'est que en fait vous avez une bâtisse avec des chevaux, hein, donc vous pointez. Alors, soit vous attendez le coche et vous allez voyager avec le coche, soit on vous file un cheval. Vous prenez votre cheval et vous faites relais après relais. Alors il vous explique qu'il descend de Paris et il doit se rendre dans une ville en Espagne. Alors tout le temps qu'il est en France, tout se passe bien. Relais de poste, etc. Francs-étriers, c'est un peu fatigant, mais ça va. Et arrivé en Espagne, c'est un problème. Parce qu'arrivé en Espagne, en fait, les relais sont remplis de poux, de puces et de tout un tas de vermines. Les chevaux sont pas terribles. C'est souvent des mulets. D'ailleurs, il y a beaucoup plus souvent des mules que des chevaux en Espagne. Et alors, ils ont... Bon, ça peut paraître anecdotique, mais bon, apparemment, ça les a marqués, parce que je l'ai lu dans pas mal de mémoires. Ils ont des charrettes à essieu fixe. Ça, c'est une grande idée, je trouve. Vous avez les roues, vous avez un essieu, et en fait, au lieu d'avoir les roues qui circulent sur les essieux, c'est l'essieu qui tourne sur les attaches. Donc ça fout un bordel pas croyable. Imaginez-vous voyager pendant des heures et des heures et des heures sur ces machins qui grincent, ça avance pas, enfin c'est une catastrophe. Et en plus, vous arrivez au relais et vous vous faites bouffer par la vermine. Et Marbeau, en fait, finira par dormir dans les écuries, puisqu'il se fait faire carrément... il s'est fait coudre, il explique, hein, il s'est fait coudre des draps, et quand ils arrivent, il se fait mettre de la paille. Alors, particularité espagnole, il n'y a pas de paille en Espagne. Non. Bah non, il n'y a pas de paille. C'est du... vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est que des petits bouts de paille, en fait. Donc, en fait, pour pouvoir dormir, il est obligé de se faire des paillasses, etc. Enfin, c'est tout un truc. Il faut vivre dans cette époque-là pour comprendre à quel point, en fait, ces gens étaient d'une rudesse incroyable. Donc voilà, vous avez cet écart entre cette France qui, quelque part, où il fait bon vivre, hein, où on a tout un tas de choses qui font que on est bien, et puis bon, cette Espagne qui, comme nous le décrivent ces gens-là, salut, est particulièrement, d'aucuns diraient, arriérés. J'ai pas envie de les charger non plus, parce que je les aime bien, ces Espagnols, mais pour l'époque, je peux vous dire qu'il y a vraiment un fossé entre les deux. Et en fait, tout ce contexte va faire que
euh, il va y avoir une incompréhension quasi civilisationnelle entre le français et l'espagnol. Et très rapidement, les choses vont s'envenimer. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'armée de Junot, tout s'engage en fait à Bayonne. En 1807, l'armée de Junot, en fait, elle est positionnée, elle est concentrée à Bayonne, et elle va devoir descendre jusqu'à Lisbonne. Pourquoi ? Parce que Napoléon Bonaparte avait mis en place le blocus continental. Il voulait asphyxier l'Angleterre, puisque les ennemis qu'il avait en face de lui, que ce soit l'Autriche, la Russie, la Prusse, donc première, deuxième coalition, ces gens-là, en fait, sont financés largement par l'Angleterre. Et en fait, sa solution pour pouvoir couper les vannes, c'est tout simplement de créer ce blocus continental. Donc, en fait, il impose à tous les territoires occupés par la France à ne pas commercer avec l'Angleterre. Le Portugal a vraiment du mal à obéir, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Portugal, son économie est quasiment basée sur ses échanges avec l'Angleterre. Donc, au final, après, bon, il y a tout un tas d'atermoiements diplomatiques, mais bon, le Portugal va finalement être obligé de déclarer la guerre à l'Angleterre, puis ils refont machine arrière, mais c'est trop tard. Et Napoléon saisit l'occasion. Alors, il y a pas mal d'historiens qui vous diront que c'était certainement prémédité. Parallèlement à ce qui va se passer là, à ce moment précis, vous avez juste avant 1805, vous avez Trafalgar, hein, et vous avez l'affaire de Gênes, où par décret, Napoléon annexe Gênes. Et les Anglais vont s'emparer de ce moment-là pour dire, vous voyez bien, Bonaparte, il veut mettre la main mise sur toute l'Europe. Et c'est comme ça qu'il va précipiter l'Autriche et la Russie contre la France. L'Autriche et la... Alors j'ai plus les chiffres, il faudrait que je les retrouve d'ailleurs. Mais c'est considérable hein, ce que l'Angleterre donne comme fric à la Russie et à l'Autriche pour attaquer. À ce moment-là, en fait, Napoléon se saisit de ce moment qui peut paraître inopportun pour envoyer Junot à l'attaque. Donc, nous sommes en 1807. La couronne du Portugal est dans une situation plutôt particulière. La reine, en fait, Dona Maria, la veuve de Pierre III, elle est démente. Et c'est son fils qui règne. Il règne sous le nom de c'est João, hein, Jean VI, en tant que régent du Portugal. Et le Portugal, en fait, pour vous donner... bon, vous connaissez un peu la géographie, j'imagine, tout de même. Mais vous voyez, ce Portugal-là, la frontière commune qu'il existe entre le Portugal et l'Espagne sont des montagnes. Alors, il faut comprendre aussi, parce qu'on pourrait se dire... Je sais pas si vous, mentalement, il faudrait que j'ai un tableau avec une carte, mais vous avez le Portugal, le haut, c'est l'Espagne, là, puis vous avez Bayonne. On pourrait passer par la Corogne, et puis foncer directement au nord, et descendre en direction du sud. Hein. Mais non, il n'y a pas de route. Parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque-là, ça peut paraître complètement délirant, mais il y a très 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 peu de routes. Vous avez des épisodes d'éclaireurs envoyés pour reconnaître des chemins pour que l'armée puisse circuler. Mais c'est là aussi, rien que sur cet épisode de l'éclairage d'une armée entre Espagne et Portugal, il y aurait de quoi faire une conf. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de route. C'est très très difficile de circuler. L'axe de circulation, c'est Bayonne, Salamanque, je crois que c'est Valladolid, et après en fait... Soit vous bifurquez à une ville qui s'appelle Ciudad Rodrigo, où il y aura des batailles assez effroyables d'ailleurs, pour passer au Portugal, ou alors vous descendez plutôt vers une ville qui s'appelle Badajoz, parce qu'en fait, les points d'entrée dans le Portugal, ce sont les rivières, en fait. C'est le Douro et le Tage, principalement. D'accord ? Et donc Junot va choisir de passer par le Tage, parce que ça l'emmène quasiment
en face de la péninsule où se trouve Lisbonne. Hein, donc en passant par une ville qui s'appelle Castelo Branco, qui est une ville en fait sur le Tage. Alors, Junot... oui, alors je reviens sur les montagnes, excusez-moi, désolé, hein, j'espère que c'est pas trop confus. Ça, c'est encore Marbot qui nous explique que les montagnes entre l'Espagne et le Portugal sont peuplées de pâtres à demi sauvages. Voilà, hein, c'est pour vous dire, c'est quand même terrible ce coin. Les montagnes sont à peu près stériles. Alors imagine, enfin, si vous prenez, moi je me suis beaucoup baladé sur Google Maps pour aller voir un petit peu, essayer de me rendre compte. Je suis pas allé là physiquement là-bas, c'est un de mes projets peut-être sur les années à venir, quand ils arrêteront de nous casser les roustons avec les masques et tout ça. Mais c'est vrai que lorsque vous regardez, ces montagnes, elles sont particulièrement pelées quand même. Et au 19e siècle, ça devait être assez effroyable, surtout que lorsque vous devez faire passer 25 000 hommes. C'est fou qu'ils bouffent, hein, tous ces gens. Donc, et puis bon, faut qu'ils dorment, tout ça. Mais apparemment, Junot, il s'en fout. Il a décidé de passer par là. Et ce que nous explique Marbot, c'est que, donc, septembre 1807, l'armée, elle est réunie à Bayonne. 25 000 hommes. Sous les ordres de Junot. Je vous fais une petite aparté sur Junot, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage. C'est au grade de sergent au siège de Toulon. Hein, je vous fais pas... C'est bon, le siège de Toulon, on est bon? C'est les Anglais, etc. C'est là que Junot, dans la tranchée, devient copain, il n'y a pas d'autre mot, devient copain avec le capitaine d'artillerie, qui s'appelait pas empereur Bonaparte, tout ça, hein, Napoléon. Il devient ami avec lui. Et pendant les guerres révolutionnaires, on va le surnommer la tempête, parce qu'apparemment, il est sergent fourrier. Hein. Il devient général, le mec. Hein. Bon. Vous savez ce que c'est, un sergent fourrier? Non? Le sergent fourrier, c'est le gars, en fait, qui est responsable de l'approvisionnement. Des fringues. Et des fringues. Voilà. Donc, il devient général. 25 000 hommes, le mec. Le tailleur, en fait. Non, je déconne. Bon, bref. Il va briller, parce qu'en fait, enfin bon, il faut pas non plus noircir ces gens. Hein. 1796, pendant la campagne d'Italie, il va briller. Il va briller également pendant la campagne d'Égypte. Mais, parce qu'il a un caractère particulier, lorsque Bonaparte devient l'empereur, enfin, quand Napoléon devient Bonaparte, les 18 bâtons de maréchaux, bah, il en aura pas. Et il n'est pas content. Ça lui plaît pas. Ça peut se comprendre, hein, tous ses camarades de classe l'ont eu, pas lui. En fait, en 1805, il devient ambassadeur au Portugal, mais il va déserter son poste pour prendre part au combat de la campagne d'Autriche. Enfin, je sais pas si vous voyez le caractère de ce garçon, quand même, c'est assez fabuleux, moi ça m'a surpris. Et puis, il va pas, il sera un peu... il va se faire engueuler, quoi, mais bon, comme c'est son copain... vous comprenez. Et puis bon, il est pas mauvais non plus. Et on le retrouve donc à la tête de l'armée qui doit envahir le Portugal à l'automne 1807. Selon Marbot, toujours lui, j'aime bien Marbot, Napoléon commit 2 erreurs. Former un corps expéditionnaire avec des régiments nouvellement formés, ça peut paraître paradoxal quand même, et nommer Junot à la tête de ceux-ci. Voilà, ça c'est Marbot, il est très bien ce garçon. Voici la description, alors je vais vous faire une citation. La première fois que je l'aperçus, je fus frappé et inquiété par ses yeux hagards. Sa faim justifia mes appréhensions. On connaît l'origine de sa fortune, alors que simple fourrier du bataillon de la Côte d'Or, il gagna par un mot l'affection du capitaine d'artillerie Bonaparte, dans la tranchée de Toulon. Il le suivit en Égypte, commanda à Paris et devint ambassadeur à Lisbonne. Sa gaieté, sa franchise militaire, sa réputation de bravoure, enfin, sa prodigalité lui conquirent l'amitié des grands et la sympathie populaire. C'est un sacré personnage apparemment quand même, ce Junot. Mais ça suffit pas. En fait, si vous étudiez un peu l'histoire militaire, vous savez que la logistique, c'est quand même... une armée marche sur le ventre, hein, c'est ce que disait Bonaparte. Il s'en fout un peu, lui, la logistique. Qu'est-ce qu'il va faire?
En fait, il a décidé de lancer ces 25 000 hommes sans vraiment se préoccuper de l'armée en marche. C'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer des gens en avant qui vont préparer le bivouac, etc. Donc ils partent avec des demi-rations. Et ils dorment tous à la belle étoile. C'est 25 000 mecs, hein, quand même. Ce que nous dit Marbeau, c'est que... Enfin, il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Mais en gros, en fait, son armée va s'étaler sur plusieurs centaines de lieues. De Bayonne à Salamanque. Junot finit par atteindre Ciudad Rodrigo, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, il fait une halte pour que les gars, en fait, recollent en fait, à la colonne. Mais dès qu'un tiers a rejoint l'armée, il repart. et là, en fait, il va se mettre en direction de la vallée du Tage pour traverser ces fameuses montagnes pelées où il n'y a rien, des pâtres sauvages, tout ça. Et là, en fait, il part, pareil, une demi-ration de pain par homme. Quand vous lisez les descriptions de la traversée, c'est tendu quand même. Il y a des mecs qui meurent de faim et tout, hein, quand même, en marchant. Ils marchent. Hein. Puis bon, bah, tu fais la guerre, hein, donc t'es pas là pour faire du tourisme ni rien, tu vas pas t'arrêter. Il y a des traînards, il y a tout un tas de types qui vont finir, une fois passés ces montagnes, ils vont finir en guenilles. Certains n'auront plus de chaussures, enfin, c'est vraiment... Et il est là pour envahir le Portugal. Et il va envahir le Portugal. C'est hallucinant. En fait, il n'y a que 5 à 6 000 hommes qui vont atteindre Abrantes, la ville derrière. En fait. D'accord ? Abrantes qui se situe sur la plus belle partie du Tage, on va dire. C'est moins aride, les vallées sont riches, il y a pas mal de vignes et de céréales. Mais en attendant, ils ont quand même traversé Castelo Branco et Alcantara. Donc des endroits vraiment arides. Arrivé à Abrantes, prenant le prétexte que l'empereur lui avait ordonné de saisir les biens anglais, c'est ça, hein, la campagne de Junot, c'est bien aller saisir les biens anglais. Il va rassembler 4000 hommes sur 25, les moins fatigués, et bon, il laisse... je l'ai pas noté, j'aurais dû le noter, mais bon, il laisse le soin à ses généraux de rassembler l'armée derrière lui. Et il fonce sur Lisbonne. En fait, il va foncer sur Lisbonne, alors que, à Lisbonne, vous avez 12 à 15 000 hommes de garnison. C'est une grosse ville, hein, Lisbonne, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est défendu. Hein. Puis les Portugais, ils ont quand même une armée, hein, faut pas non plus... ils sont pas bien payés, etc. Ils ont pas forcément envie de se battre, mais ils sont là. Donc ils foncent avec ces 4000 hommes. Et au large de Lisbonne, à ce moment-là, il y a des navires britanniques de stationnés. Mais ils s'en foutent. Et en fait, alors, en lisant des historiens, et puis bon, en essayant il y a quand même un phénomène, c'est que, vous avez cette armée française qui est invaincue depuis près de 10 ans maintenant. Ça va sidérer, on a l'impression en fait, voilà, ça sidère les types. Avec ces 4000 hommes, il n'y a même pas de combat. Il rentre dans Lisbonne, il prend Lisbonne, terminé, il met fin au gouvernement des Bragances, et enfin, l'affaire est pliée, quoi. C'est, voilà, terminé. La première campagne d'Espagne, l'invasion, en fait, de Junot, il n'y a pas de bataille, il n'y a rien. Il sème tout le monde le long de la piste, il arrive à Lisbonne, il prend Lisbonne, il vire tout le monde, et c'est terminé. C'est lui le gouverneur officiel du Portugal. Alors, cela dit, quelque part, on peut comprendre pourquoi il s'est dépêché. Le 28 novembre, lui, il va arriver aux alentours du 27-28 novembre. Mais le temps qu'il arrive, en fait, vous avez 9 à 10 000 individus, y compris toute la couronne portugaise, qui montent sur des bateaux, plus toutes les richesses, tout le trésor, etc. Et ils se tirent au Brésil. Donc en fait, Junot va prendre le Portugal. Mais quelque part, c'est une victoire en demi-teinte, puisque finalement, il n'a pas les Bragances.
il n'a pas l'argent, mais il a pris Lisbonne. Et ce qui est assez fabuleux de constater, c'est qu'à décembre, donc novembre, décembre, Junot a 25 000 hommes de troupes. Parce qu'en fait, entre-temps, il va prendre soin de ses hommes, etc. Et il reconstitue complètement son armée. Ce faisant, une partie de l'armée portugaise va être envoyée combattre dans l'armée française au nord de l'Europe. La légion portugaise s'éteindra à la fin de la retraite de Russie. Donc ces gens vont se battre pour nous aussi. Ça, c'est un phénomène qui est assez étrange, je trouve. C'est cet état de fait que vous avez des gens qui sont forcés de combattre pour un autre pays que le sien. Et ils se battent. Bon, il y a des mecs qui désertent, hein, je dis pas. Mais la légion portugaise, quand vous lisez les campagnes, bon, ils vont quand même ils vont combattre, quoi. Ils seront pas non plus. Mais c'est assez particulier. Attendez. Ah, comme on a commencé en retard, je voudrais pas. Je continue. C'est bon. C'est bon, ça vous va, on déroule. Bon. Alors, à la suite donc de l'invasion de Junot au Portugal, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet axe qui va de Bayonne, on traverse la Bidassoa, hein, enfin c'est le point entre la frontière, on va dire, entre la France et l'Espagne à cette époque-là. Entre cet endroit-là et le Portugal, à janvier 1808, il y a environ 30 000 hommes, 30 000 soldats français qui vont être disséminés un peu partout en Espagne. On a retrouvé des lettres, alors bon, je vous ai pas sorti tout ça, parce que enfin, pour ce qui est de cette époque, il y a du matériel, c'est pas un problème. Avant, c'est problématique, mais là, on a ce qu'il faut. On a des lettres où, en fait, Bonaparte demande à occuper toutes les forteresses espagnoles, etc. En fait, il va prépositionner ses troupes. Et ça commence un petit peu à inquiéter les Espagnols. C'est ça qui est terrible. Parce qu'en fait, l'Espagne est alliée à la France à ce moment-là. Et non, mais on prépositionne parce que tu comprends, comme on a pris le Portugal et qu'on veut pas que les Anglais viennent nous chatouiller, pour assurer la logistique de l'armée espagnole, on a mis des hommes à nous, mais sinon on vous envahit pas. Voilà. Bon, en fait, il va totalement envahir l'Espagne. Ça commence à inquiéter les Espagnols, mais pas forcément Manuel Godoy et le parti pro-français, parce qu'il y a quelques-uns sont pro-français quand même. Donc il y a un parti des Lumières, hein, si vous voulez. Mais des années de contestation anti-Godoy, parce que Godoy, en fait, il plaît pas à tout le monde, pour diverses raisons vraiment politiques propres à l'Espagne de cette époque-là. Il y a une corruption avancée de l'armée et de l'administration. Je ne parle pas beaucoup de l'Église, mais vous vous doutez bien qu'à cette période en Espagne, l'Église a une importance capitale. Elle règle la vie de tout le monde, y compris au Portugal. Je reviendrai après dessus. Mais en fait, vous sentez on sent en fait à ce moment-là qu'il y a un courant en fait. Il y a plusieurs courants politiques, donc il y a les pro-Godoy, etc. Il y a la noblesse espagnole, une partie est pour son roi, quand même, hein. Mais Ferdinand VII intéresse aussi certains nobles espagnols, parce que Ferdinand VII, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais si vous regardez la physionomie de Ferdinand VII à cette période-là, c'est-à-dire la fin des Bourbons d'Espagne, on sent qu'il a, même dans sa physionomie, on sent qu'il a un problème mental, ce monsieur. Il est particulièrement malléable. Et ça intéresse pas mal de nobles espagnols, parce qu'en fait, quelque part, ils vont pouvoir dégager Godoy, et puis, bon, c'est humain. Donc il y a ce courant sous-jacent pro-Ferdinand, qui vont en fait attiser les braises de l'insurrection populaire
très très tôt, en fait, dans le conflit. Bon, déjà, il y a ce fait que, effectivement, les Espagnols... Mais en plus de ça, c'est ça qui est intéressant et qui m'a beaucoup interpellé. Alors peut-être nous, parce qu'on a des sensibilités peut-être plus patriotiques et nationalistes que d'autres, mais je ne comprends pas que ça choque. Vous avez une armée, même si ce sont vos alliés, qui se pointent, qui bouffent... Enfin, faut voir ce que c'est quand une armée est en cantonnement dans une ville. Vous n'avez rien le droit de dire. Dans le sens où si vous avez un soldat qui est en cantonnement dans votre maison, faut le nourrir, etc. Et puis s'il commence à mal se conduire avec votre fille, faut fermer votre gueule, quoi, surtout. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et les Espagnols, en fait, et il y a des déprédations qui vont être conduites à plusieurs reprises de la part de soldats français, qui vont mener, en fait, à des points de tension assez forts. D'autant que il existe dans l'Espagne de cette époque-là pas mal de groupes de contrebande. Il y a le bandit espagnol, il est là. Hein. Et ils ont en plus de cela un sens exacerbé au possible de l'honneur à mort. C'est incommensurable. Donc en fait, il y a pas mal de soldats français qui vont se faire égorger au coin d'un bois, d'une rue, à la sauvette, et puis terminé. Et puis il y en a un paquet. Dites-vous que, bon là encore, ça démarre, hein, c'est bénin. Mais sur la fin de la guerre d'Espagne, pour qu'un courrier parte, quand on a encore Madrid, bon, pour qu'un courrier, admettons, parte de Madrid à Paris avec des dépêches, il faut 200 lanciers pour protéger le courrier. C'est discret. Mais ils sont obligés de coller 200 lanciers, parce que les guérillas espagnoles, j'en parlerai dans une prochaine, parce que là, j'aurai pas le temps de le faire, elles sont incroyables. C'est ça qui est fascinant, en fait, si vous voulez, quand vous observez, c'est ce qui m'a vraiment, en premier lieu, intéressé, c'est la guerre de guérilla et l'engagement inébranlable du peuple espagnol à dégager l'étranger, quoi. Vous n'êtes pas chez nous, cassez-vous. Et pas peur de mourir. Hein. Bien souvent guidés par les prêtres espagnols. Les prêtres espagnols vont prendre les armes. C'est quand même assez paradoxal de se dire, petit aparté, que des années plus tard, dans les années 30, il y a tout un tas d'Espagnols qui ont fusillé les images des saints. Quoi. Mais bon, des choses se sont passées entre-temps. Donc, on était en janvier 1808. En mars 1808, Murat, hein, vous connaissez Murat, qui vient d'être nommé lieutenant général de l'empereur en Espagne, le 20 février 1808, est en route pour Madrid. Pendant ce temps, la cour d'Espagne décide de fuir Madrid pour l'Andalousie. Ça va pas être bien pris du tout par le peuple espagnol. Ça fait penser à la fuite de Varennes, d'ailleurs. Quand vous lisez un peu le déroulé, etc., avec les réactions, il y a des choses. En fait, le 18 mars, vous allez avoir des émeutes populaires. C'est les premières émeutes, en fait, c'est dans une ville qui s'appelle Aranjuez, qui va être appelée la Révolution de Mars. Et derrière, vous avez les nobles espagnols pro-Ferdinand. Donc vous voyez, on est quand même dans un contexte particulier. Sous la pression, Charles IV va abdiquer en faveur de son fils Ferdinand VII. Mais ça va pas durer, parce qu'à un moment donné, il se résigne. Et là, vous avez un problème. Vous avez le parti des pro-Ferdinand VII, le roi, et Charles IV, le roi. Et des deux partis, des nobles qui les soutiennent, etc. Et bon, vous voyez, ça donne une guerre civile. Et alors à ce moment-là, dans son immense mansuétude, Napoléon Bonaparte va leur proposer de les arbitrer. Je sais pas si ça vous choque, mais moi, ça m'a choqué la première fois où j'ai lu ce truc-là. Parce que vous avez, même si c'est un empereur, entre grosses guillemets, vous avez un souverain étranger qui vous propose d'arbitrer une querelle de royaume au sein de votre propre pays. Mais ce qui est formidable de voir, c'est que la puissance de la France à ce moment-là est telle
que Charles IV et Ferdinand VII, ils acceptent. Et ce qui est pire, c'est que l'arbitrage va se faire à Bayonne. Ah ouais. Donc en fait... Non mais regardez un peu cette situation incroyable. Vous avez deux souverains qui décident de sortir de leur propre pays, donc ils se mettent en danger. Hein. Dès que t'es plus dans ton pays, tu es en danger. Ils viennent pas avec une armée parce que... ça c'est un peu compliqué, mais il y a tout un tas de balais diplomatiques pour les dissuader de venir avec des soldats quand même. Hein. Ils acceptent. C'est-à-dire que la carotte est telle, c'est-à-dire que je veux l'Espagne, que ce soit Charles IV ou Ferdinand VII, ils veulent tellement avoir l'Espagne qu'ils sont prêts à faire des concessions à Napoléon. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir Ferdinand VII et Charles IV qui vont se retrouver à Bayonne. Il y a Emmanuel Godoy aussi, hein. Il n'est jamais très très loin celui-là. Parce qu'il y a toujours peut-être un billet à prendre, j'en sais rien. Mais ils vont être arbitrés. Et alors, bon, on peut lire, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à la question, c'est quand même une question assez célèbre. Mais vous avez notamment, une fois de plus, le témoignage de Marbot, mais il n'y a pas que Marbot hein, qui a écrit là-dessus. Vous avez une scène de ménage quand même, où la reine Doña Maria, devant tout le monde, frappe son fils. Enfin, à l'espagnol, quoi, ils s'engueulent devant tout le monde. Ce sont des souverains quand même, ça se fait pas. Mais ici, apparemment, ils s'en foutent. Et donc, Napoléon, il va être très sympa avec eux, il leur dit, écoute, je vais vous mettre tous d'accord, ce sera Joseph, le roi, son frère, qui est roi de Naples en ce moment. Alors, il n'est pas très content de partir de Naples, Joseph, en plus, il n'avait pas envie, il était bien à Naples, ça se comprend, c'est tranquille là-bas. Mais bon, comme l'empereur a décidé, il a décidé de mettre d'accord tout le monde. C'est donc Joseph qui sera roi d'Espagne, et c'est comme ça que vous avez... un truc bizarre qui se crée. Hein. Donc vous avez Junot qui est gouverneur de Lisbonne au Portugal, qui a monté un gouvernement, qui fait des réformes et tout. Hein. Et vous avez Joseph qui va monter sur le trône d'Espagne. Mais, on arrive au 2 mai 1808. Là aussi, alors tout ça, hein, je vous le fais un peu en mode cavalerie légère, là, parce que je vous ferai, si ça vous intéresse, une conférence spécifiquement sur le 2 mai, le Dos de Mayo, le fameux Dos de Mayo, qui est donc le soulèvement des Madrilènes. C'est un épisode spécial, hein, quand même. C'est d'ailleurs beau. C'est d'ailleurs, je sais pas vous, mais on peut se poser des questions sur la résilience de nos contemporains par rapport à ces gens qui en Espagne décident que non, ça suffit, hein, cassez-vous, on se soulève, et ils vont flinguer du soldat français à tout va. Alors en plus de ça, il y avait des mamelouks, et comme les Espagnols ont un peu une sorte de contentieux avec les morts, les mamelouks ils vont morfler, hein, et puis ils vont se venger derrière, donc ça va être une boucherie effroyable. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc au Portugal, comme je vous le disais, Junot va mener différentes mesures de réforme qui vont être plus ou moins bien accueillies. Et dans ce contexte, on arrive donc à la dernière partie de cette présentation. Dans ce contexte, pendant ce temps-là, si vous voulez, il se passe des choses en Angleterre. Parce que bon, tous ces gens ne sont pas inactifs. Donc je vous présente un monsieur qui s'appelle Robert Stewart. Son titre, c'est Vicomte de Castlereagh. En fait, il intervient au département de la guerre à la mort de William Pitt. Je ne sais pas si vous voyez qui est cet illustre ministre. Et il va faire partie du ministère du duc de Portland en 1807. Et le Vicomte de Castlereagh est important, en fait, dans cette histoire, parce que il est l'artisan de l'engagement des troupes anglaises sur le continent. Jusqu'à présent, les Anglais n'ont mené que quelques débarquements. Hein. Juste avant l'affaire d'Espagne, ils vont débarquer au Danemark pour aller confisquer la flotte danoise, par exemple. Ils vont aller appuyer les Italiens, il y a le siège de Gênes, si je me rappelle bien,
Et bon, bah, ils sont à Toulon un petit peu pendant la guerre révolutionnaire, etc. Mais vous n'avez pas une armée anglaise qui débarque sur le continent. C'est Castlereagh, en fait, qui est l'artisan de ça. En 1808, en fait, on va adopter son plan de réorganisation de l'armée anglaise. L'armée anglaise, c'est les fameux 3 shillings du soldat anglais. Ils sont volontaires. Et ils se battent pour le roi. Comme je vous le disais précédemment, ce qui est assez différent de l'armée française, qui est une armée de conscrits. Donc ces gens sont volontaires. Ce qui est assez intéressant, alors je suis pas un amoureux de l'Angleterre, mais j'essaie quand même d'avoir un petit peu d'objectivité, ne serait-ce que militaire. Et l'armée anglaise, sous l'impulsion de Castlereagh, elle commence à s'entraîner fort. Ça commence à devenir vraiment une armée intéressante. Et il y a plusieurs bouleversements qui vont se créer. Alors bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi en tout cas, la chose militaire m'intéresse au plus haut point. Comme vous le savez peut-être, les troupes de ligne à cette époque se battent sur 3 rangs. C'est l'école prussienne. Les Anglais vont se battre sur 2 rangs, leur permettant en fait de tirer plus rapidement et de créer en fait des concentrations de tir plus importantes. Ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un mousquet, hein, donc c'est un tube. C'est pas, il y a pas de, c'est pas rayé en fait. Les canons sont pas rayés, ce sont des canons lisses. Et lorsque les troupes de ligne tirent, elles ne visent pas. C'est la masse de feu en principe à 50 mètres qui est censée briser l'élan d'en face. Donc en fait, lorsque vous chargez et que vous tirez, vous avez la tête en arrière, sinon, enfin moi je fais du tir au mousquet, je peux vous dire que ça vous chauffe les moustaches quand ça part. Hein. Donc en fait, ces gens sont entraînés à tirer de cette façon-là. Mais il va y avoir en fait une considération tout à fait anglaise, c'est que nous, on utilise des voltigeurs. Vous connaissez un peu les armées napoléoniennes, j'imagine, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Vous savez que vous avez donc des troupes de ligne, des carabiniers, des voltigeurs, etc. Sapeurs. Le voltigeur, c'est quelqu'un qui, en principe, sert d'écran à la ligne. Il est au devant. En plus de ça, la façon de combattre des Français à cette époque-là, c'est la colonne d'assaut. Par rapport, en fait, à ce que font les Anglais qui, eux, bougent en colonne et se mettent en ligne, nous, on a tendance à créer des colonnes restreintes de front. C'est-à-dire qu'en fait, si vous tirez, vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts puisqu'il y a peu de soldats en face. Par contre, vous avez une grosse profondeur. Et la colonne d'assaut française, elle est connue à cette époque-là. C'est comme ça qu'on on a roulé sur, sur tout le monde jusqu'à présent. Et on a des voltigeurs pour couvrir l'avance. Les voltigeurs sont censés être des gens qui tirent mieux et qui descendent les rangs. Enfin, vous prenez le plus haut en rang, je sais pas, souvent les colonels à cette époque-là sont au feu. Enfin, les colonels à cette époque-là sont au feu, c'est pas souvent, ils sont tout le temps au feu. Et donc en fait, si vous pouvez dézinguer le colonel, puis le major derrière, et puis descendre les rangs, ça va désorganiser la ligne, et tout le monde se barre. Parce que l'être humain a cette caractéristique qu'il n'aime pas forcément flinguer son semblable. C'est un problème pour beaucoup d'officiers, je rigole pas quand je dis ça. Vous avez une étude qui a été faite pendant la guerre du Vietnam notamment, on s'aperçoit que les soldats répugnent à tirer sur leurs semblables. Il y a une estimation qui a été faite par l'état-major américain, c'est que 90% des tirs au Vietnam n'étaient pas en direction de l'ennemi. Donc, ce qui existait dans les années 75 devait certainement exister à cette époque-là. Hein. L'homme, c'est l'homme. Hein. Donc en fait, si vous n'avez pas les officiers derrière qui sont en train de pousser les lignes, redresser les lignes, etc., tout le monde se tire. Surtout lorsque vous lisez les descriptions des champs de bataille napoléoniens, c'est une boucherie innommable. Vous avez des morceaux de jambes, de crânes, de bras qui traînent partout sur le champ de bataille. Sans compter les types qui se font couper en deux par des boulets, y compris les officiers. Vous avez énormément d'officiers qui meurent. Parce que les officiers ont ce rôle qui est d'être devant. C'est un beau rôle, le rôle d'officier. On a beaucoup à
quelque part, on a beaucoup à apprendre, à se repencher sur ces époques-là. Bon, c'est néfaste, mais c'est beau, tout de même. Enfin. Et donc les Anglais vont mettre en place un régiment expérimental de fusiliers. Alors vous pourriez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, ça a son importance. Parce que vous allez avoir, tout au long de cette guerre d'Espagne, vous allez avoir des fusiliers. Alors là, vous avez un voltigeur, et là, vous avez un fusilier anglais. C'est con, hein? Mais juste comme ça, vous avez un type en bleu, avec une plume gigantesque, et là, vous avez des mecs en vert. Ça change pas mal de choses, tout de même. Lorsque vous êtes censé faire du tirailleur. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes par binôme, et vous canardez les types d'en face, il vaut mieux être habillé en vert dans les fourrés, qu'en bleu et blanc et rouge. Donc déjà, ça commence pas très très bien. Le fusil anglais, c'est un fusil Baker qui porte à 300 mètres. Alors que les mousquets classiques, enfin, ce qu'on appelle le mousquet ou le fusil modifié en neuf, n'est en fait que le Charleville 1768 ou 1777, qui a été remodifié, parce qu'ils n'allaient pas recréer des fusils, hein, on en avait plein déjà, donc il y a le modifié en neuf, et c'est le modifié en neuf qui est en fait un Charleville, qui va faire les guerres napoléoniennes. Le fusil Baker tire à 300 mètres, et ce fameux corps expérimental de fusiliers est entraîné à viser. Ça fait une sacrée différence. Donc vous avez deux écoles qui vont s'affronter pendant la guerre d'Espagne. Vous allez avoir les Français, et cette armée anglaise qui a été réentraînée, reformée. Je pourrais vous parler aussi de la cavalerie, il y a quelques petites différences, notamment un monsieur qui est assez célèbre, qui s'appelle Lord Paget, qui va beaucoup empiler la cavalerie française. Donc, au 1er août 1808, du 1er août 1808 au 5 août 1808, l'armée anglaise, un corps expéditionnaire anglais, débarque au Portugal. Un débarquement, mes amis, au 19e siècle, c'est pas le D-Day. Hein. Il n'y a pas d'appui d'artillerie, il n'y a pas de mitrailleuse, il n'y a pas de casemate, etc. L'état des communications fait qu'on peut débarquer à un endroit et ne pas être trop inquiété par l'armée adverse. Il faut savoir en plus que Junot a son armée qui est dispatchée sur tout le territoire normal, hein, c'est une armée d'occupation, donc ils sont sur tout le territoire portugais. Donc Arthur Wellesley va débarquer, donc le futur duc de Wellington, va débarquer avec 13 000 hommes dans la baie du Mondego. C'est une armée qui initialement était destinée à l'Amérique du Sud, parce qu'en fait les Anglais ont cette caractéristique que nous on a perdu après Louis XV. Enfin bon, non, c'est pas vrai, je suis méchant. On a quand même des corps expéditionnaires, mais bon, beaucoup moins que les Anglais. Et ils sont habitués à projeter leurs forces. Ils ont des forces de projection, et c'est justement Castlereagh qui va comment dirais-je, augmenter cette proportion-là. Arthur Wellesley, c'est quelqu'un qui a combattu en Inde. Il est surnommé le général des Sipahis. Il est surnommé avec condescendance par ses pairs le général des Sipahis, parce que les Sipahis, ce sont des troupes autochtones, et on regarde ça un petit peu comme de la sous-classe. Cependant, si vous étudiez un petit peu les campagnes de Wellesley, ce que je vous invite à faire, c'est intéressant de voir à quel point ce monsieur en fait il est très audacieux. Il va mener pas mal de coups de force en Inde, et il va vraiment il va se distinguer. Et Castlereagh insiste pour que ce soit Arthur Wellesley qui débarque au Portugal. Initialement, son armée est composée de 9000 hommes, dont quasiment que de l'infanterie, dont 380 hommes du 20e dragon léger, 15 canons et 3 mortiers. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me paraît ridicule. Vous regardez
les batailles avec des batteries à 150 ou 250 canons pour ce qui est des guerres napoléoniennes, ils débarquent avec rien. En fait, les navires ne peuvent embarquer que 180 chevaux. Donc en fait, si vous faites le calcul, il y a un petit delta intéressant, entre 380 cavaliers et 180 chevaux, il y a 200 mecs à pied. Donc sa cavalerie, elle n'existe pas, en fait. Imaginez quand même ces gens qui débarquent sous le soleil du mois d'août au Portugal, il fait chaud. Alors je vais vous faire une petite citation de John Patterson, qui est un jeune officier récemment appointé au 50e régiment de ligne, le 50th Regiment of Foot, le régiment de West Kent. Dès que les embarcations portugaises bondées de nos soldats atteinrent les vagues écumantes et rapides du rivage, tous les rameurs tirèrent désespérément sur les avirons, nous lançant sur le sable d'une manière des plus cavalières. Nous dégringolâmes plus comme une cargaison de poissons qu'une charge de gentilshommes guerriers. Bon, ils débarquent n'importe comment. Hein. Donc vous avez des soldats étourdis de partout, des marins qui aident tout le monde à sortir, des officiers qui crient des ordres, luttant pour être entendus au-dessus du fracas et du tonnerre des vagues, des hommes qui se rhabillent à la hâte, qui se sèchent comme ils peuvent, etc. En fait, il a choisi la baie du Mondego parce que c'est un point c'était le point qui est le plus simple pour lui à débarquer. Dans un premier temps, il devait débarquer à Coruña, la Corogne, mais les Espagnols voulaient pas de lui, allié des Français. Et s'il essayait de débarquer plus près de Lisbonne, il y avait trop de troupes françaises et il allait être embêté. Donc il va débarquer au nord de Lisbonne. La baie du Mondego se situe, je dirais, à 300 km à peu près. Oui, à peu près. Et ils sont rejoints depuis Cadix par 4000 hommes, 4 canons et 2 mortiers, par le général Sir Brent Spencer. Il faut savoir que les hommes qui vont le rejoindre sont en mauvais état, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont... Ça aussi, 19e siècle. On voyage dans des gros bateaux à voile, on est d'accord. Avec des conditions de vie plutôt insalubres. Et quand on peut pas débarquer, bah on garde les soldats sur ces vaisseaux. Donc là, l'armée qui arrive de Cadiz, ça fait plusieurs mois que les soldats sont sur leur vaisseau. Donc, je sais pas si vous imaginez, vous débarquez avec votre barda, vous avez 30 kilos de machin, parce que vous trimballez votre manteau, votre couverture, votre kit pour bouffer, 2-3 assiettes, enfin une poêle en ferraille, ce que vous voulez, toute votre charge de poudre, vous avez 80 coups environ, le mousquet, la baïonnette, quelquefois le sabre, et puis, il n'y a pas le Gore-Tex, il n'y a pas les super pompes, etc. Je sais pas si vous avez déjà porté des pompes du 19e siècle, c'est une brave galère. Hein. C'est des pompes en bois ou en cuir très très dures. Donc en fait, ils débarquent là, et ils vont être rejoints, alors ça aussi c'est une caractéristique intéressante, la Junta du Portugal, donc le gouvernement provisoire du Portugal, dans ce secteur-là, c'est l'évêque d'Oporto. C'est un évêque qui est chef de la Junta. C'est pas un hasard. Il va leur allouer 1700 soldats portugais et une cavalerie de 270 hommes, 100 chevaux. Je rigole pas. C'est vrai. Et donc en fait, vous avez ces troupes britanniques qui sont plus ou moins en mauvaise posture, quand même. Ils viennent de débarquer en territoire ennemi. Ils sont pas bien. Ils sont très très bien accueillis par les Portugais, qui tout de suite, en fait, alors ça, vous pouvez le lire dans les mémoires du capitaine Jonathan Leach du 95e régiment de fusiliers, qui explique que les padrés, des pères en fait, viennent les accueillir, avec des ombrelles, ils ont des ombrelles colorées, etc. Il y a tout un tas de Portugaises qui viennent leur crier des Viva los Ingles, en portugais. Mais voilà, ils sont très très bien accueillis. Ils sont très contents de les voir arriver. Et tout de suite, en fait, ce que va faire Wellesley, en fait, il prend une semaine pour essayer de recoller, en fait, toute son armée.
L'expérience de Wellesley en Inde va primer, parce que il sait... Ah, j'ai crié. L'expérience de Wellesley va primer, parce qu'il sait que, et ça c'est une citation de lui, si j'avais du riz et des bœufs, j'avais des hommes. Si j'avais des hommes, je savais que je pouvais battre l'ennemi. Bon, ça sera repris plus tard par Napoléon, comme je vous le disais, une armée marche sur le ventre, etc. Il va faire mouvement au nord, après une semaine en direction de Lisbonne, et Jean-Andoche Junot va recevoir, donc dans les jours qui suivent le débarquement, la nouvelle, pendant ce temps-là, hein, la nouvelle du débarquement anglais, et il est un peu embêté. Parce qu'en fait, il a 6500 hommes à Lisbonne, hein, les Anglais, 13 000 hommes à peu près, 13-15 000 hommes. Donc 6500 hommes à Lisbonne, il a 3500 hommes dans diverses garnisons réparties entre Almeida et Elvas, donc ça va être un peu à l'est de Lisbonne, nord-est. Il va envoyer le général Delaborde en direction d'Alcobaça, qui se trouve à 64 km de la baie du Mondego, avec 5000 hommes, et 6500 hommes sous les ordres de Loison, qui se trouve à Santarém. Alors Santarém, c'est entre Alcobaça, j'aurais dû prendre une carte immense en fait, entre Alcobaça et Lisbonne, vous avez Santarém. Et Junot lui-même, il a une force disponible d'environ 3000 hommes. Donc tout ça en fait est dispatché un peu partout, et vous avez ces 13 000 Anglais qui débarquent, c'est un peu problématique. Junot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire en fait à Loison et Delaborde de maintenir une ligne, une sorte de ligne de défense, sur l'espèce de petite péninsule que représente Lisbonne. Si vous regardez la carte du Portugal, vous avez Lisbonne, qui est au bord de la mer, hein, avec le Tage, et ça fait une sorte de petite péninsule, à un endroit, à une ville qui s'appelle Torres Vedras. Si vous voulez que je vous fasse une autre présentation, je vous parlerai des lignes de Torres Vedras. Ce sont des lignes de fortification qui bloqueront justement, au moment de la 3e invasion du Portugal par Soult, il y aura des lignes de fortification incroyables qui vont être faites sur la ligne de Torres Vedras. Et donc en fait, ils sont censés bloquer l'avancée des Anglais, donc Delaborde et Loison. Mais ce que va faire Wellesley, c'est qu'il va attaquer en premier Delaborde, ce qu'on appelle la défaite en détail. Plutôt que de laisser les concentrations de troupes se faire, vous prenez en principe celui le plus faible, là il va prendre celui qui est le plus proche de lui. Donc vous avez cette armée anglaise qui est constituée de, sur le papier, 13 000 combattants, à l'armée de Delaborde qui est constituée de 5000 combattants, et ils vont se retrouver face à face. Après, en fait, si vous voulez, ce que va faire Delaborde, c'est qu'il va monter directement pour se mettre en bouchon contre Wellesley, mais il ne trouve pas de terrain défendable suffisamment intéressant à exploiter, si vous voulez, puisqu'il est censé bloquer les Anglais, permettre à Loison de recoller, et permettre à Junot de faire un mouvement tournant. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. Ça se passe jamais comme ça à la guerre, on est d'accord. Delaborde recule jusqu'à une petite ville qui s'appelle Roliça. Roliça. Les troupes de Delaborde, c'est le 70e régiment de ligne, 2 bataillons, 2e léger, 1 bataillon, 4e léger, 1 bataillon, et, pourquoi je vous en parle, le 4e régiment suisse, 1 bataillon, ainsi que le 26e chasseur à cheval. Vous allez voir que les Suisses sont importants dans cette histoire. J'ai dépassé l'horaire, on est bon? Alors, il y a en fait une controverse historique sur le nombre de combattants que la France a alignés face aux Anglais à la bataille de Roliça. Ça varie entre 1900 et 6000 soldats. Moi, j'ai pris la cote, celle qui fait le plus l'unanimité, on va dire, c'est l'historien anglais qui s'appelle Oman, qui dit qu'environ 5000 hommes, et c'est vrai que lorsqu'on lit les mémoires de tout un tas de gens de cette époque-là, c'est à peu près ce qui est estimé. 1900, ça me paraît complètement farfelu.
De toute façon, quoi qu'il en soit, Delaborde est en situation d'infériorité numérique à la bataille de Rolissa. Et vous verrez que si vous continuez à écouter ce que je vous raconte sur la campagne d'Espagne, vous allez avoir ce paradoxe d'une armée anglaise qui, au maximum, va se retrouver à 25 000 hommes à peu près, bon un petit peu plus avec les alliés espagnols et portugais, contre un total de troupes globales sur la péninsule ibérique de 100 000 hommes à un moment donné. Hein. On a 100 000 soldats à cet endroit-là. Sauf que les guérillas vont foutre un bordel pas croyable là-dedans, et donc vous verrez que cette force de 25 000 soldats britanniques va remonter gentiment et repousser l'armée française jusqu'à la dernière bataille en 1814 à Toulouse. Hein, ce qui est un peu ennuyeux quand même. Alors, Delaborde va reculer jusqu'à Rolissa. Rolissa, en fait, si vous regardez une carte, Rolissa, en fait, c'est un petit village. Déjà, à l'époque, c'est un petit village, et même si vous regardez la map, vous verrez que c'est un petit village. Il y a des collines en fer à cheval. Des crêtes. Le relief portugais est intéressant, que vous avez des successions de plaines et de crêtes, en fait. C'est vraiment une crête, en fer à cheval, avec des sorties, 4 sorties. Et en premier lieu, ce que va faire Delaborde, parce qu'il est intelligent, alors je vous ai pas fait un historique de Delaborde, mais c'est un bon général, qui a reçu son éducation militaire sous la royauté, et qui va faire les guerres révolutionnaires comme le père de Marbot. À la bataille de Rolissa, en fait, il va, dans un premier temps, se mettre légèrement en retrait au milieu du fer à cheval, il y a une colline avec un moulin, c'est connu, le moulin de Rolissa est connu pour ça. Hein. Et il va d'abord occuper cette colline, parce qu'il sait qu'il est en infériorité numérique, et il est en position défensive. Wellesley arrive en face de lui, et va se positionner en ligne. Je vous passe le nom des brigades, etc. Mais bon, en gros, il va disposer son corps de bataille en centre, droite et gauche. Avec initialement, dans l'idée de juste avancer sur la colline tenue par les Français, et de les balayer. Mais alors, beaucoup d'historiens sont assez surpris, parce que Wellesley est connu, comme je vous le disais, pour ses coups de force audacieux, etc. Et là, il fait preuve de prudence. Ce que l'on peut comprendre, son but à lui est d'assurer une tête de pont. Vous savez que lorsqu'on débarque, le but d'un débarquement, c'est d'assurer la tête de pont pour pouvoir progressivement agrandir la poche par des débarquements successifs. Donc si vous avez l'adversaire qui est en train de vous rechasser au rivage, vous êtes dans une fâcheuse posture. C'est ce qui se passera notamment en Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Alors, à Rolissa, donc, dans un premier temps, ces colonnes avancent et entament une manœuvre de débordement assez timide. Et les troupes françaises tiennent bon. Et à un moment donné, en fait, Delaborde, comme son ordre à lui, c'est de faire ce qu'on appelle une bataille de retardement, de manière intelligente, il va replier ses troupes sur la ligne de crête, le fameux fer à cheval. Et alors, on ne peut pas vraiment se rendre compte, mais la ligne de crête, c'est raidos. Hein. L'endroit, en fait, pour aller atteindre la deuxième position des Français, elle est particulièrement raide. Vous pouvez trouver, moi sur Internet, j'ai même trouvé un touriste anglais qui est parti et qui a filmé le périple. Lorsque vous imaginez cette pente aussi raide, avec les types, avec leurs mousquets, 30 kilos de matos, en train de monter, tout en se faisant canarder, on avait une belle position. Mais alors à ce moment-là, en fait, lorsque les Français ont décroché, se sont réinstallés, Wellesley, en fait, va scinder sa partie centrale en 4 colonnes, parce qu'en fait, il y a 4 points de pénétration sur ces 4 ravins, 4 ravines, si vous voulez, qui permettent de monter cette fameuse crête. Donc il scinde son centre en 4 parties, et il lance ses colonnes sur ces ravins. Pendant ce temps-là,
ces 2 ailes sont censées faire tout le tour du fer à cheval. Ce qui prend un temps considérable. Alors d'un côté ce sont les Portugais, et de l'autre côté les troupes britanniques. Pendant ce temps-là, en fait, au centre, alors qu'il presse les Français pendant leur retraite programmée, on va dire, il y a le 29e régiment d'infanterie britannique qui va se mettre en avant. Parce qu'en fait, si vous imaginez comment on se bat à cette époque-là, donc on avance, etc. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, etc. Vous allez passer des rivières, des villages, et vous allez avoir à un moment donné, dans le centre anglais, vous allez avoir le 29e qui va être tout en avant. Le 29e est commandé par le colonel George Lake. Et George Lake, en fait, c'est aussi quelqu'un qui a servi sous les ordres de Wellesley en Inde. Et il est réputé pour être particulièrement audacieux, vif, etc. Or, les ordres des Britanniques sont d'arriver en bas, d'occuper les Français pendant qu'on les contourne. Mais Lake, il en a rien à cirer. Il a décidé que c'est sa première bataille sur le continent européen. Donc aujourd'hui, il porte son plus grand uniforme, il est monté sur un cheval blanc, et il mène ses hommes dans le ravin. Quand vous lisez les descriptions, les ravins, ils peuvent être pris uniquement à 3 ou 4 hommes de front. Et Lake, en fait, au lieu de faire sa diversion, si vous voulez, il charge, il emmène son 29e avec une compagnie et il monte. Bon, évidemment, c'est pas un mauvais officier, Lake, loin de là, c'est un très très bon officier, sauf que bon, c'est pas le bon officier pour cette mission-là, on va dire. Il va mener en fait ces hommes là-haut, ils vont se faire tailler en pièces, mais alors Lake va avoir un premier cheval tué sous lui, il va en récupérer un autre, il remonte à cheval, sa ligne est en train de faiblir, et à un moment donné, en fait, comme sa ligne faiblit parce que les Français sont en train d'avancer, il passe derrière la ligne pour la redresser, ce qu'on appelle, puisque vous avez l'officier qui est là pour empêcher tout le monde de se barrer, et un tireur d'élite français va l'atteindre une première fois à la gorge, et au corps, et il va mourir, ce Lake. Ce qui se passe, en fait, c'est que au moment où les Anglais ont débouché en fait sur la crête, les Français sont derrière un mur en pierre, et il y a les Suisses. Et les Suisses, d'un coup, sortent de la ligne française et viennent se rendre aux Anglais. Ils se mettent à serrer les mains des roast-beef en leur disant « on est vos potes, etc. On veut combattre avec vous, c'est vrai. » Je n'exagère pas, c'est comme ça que ça va se passer. Et oui, on est trahi par les Suisses, c'est moche. En fait, pendant la guerre, pendant cette guerre, en fait, on va souvent avoir des Suisses qui vont déserter et aller combattre chez les Anglais, et puis avec leurs copains suisses qui combattent sous l'uniforme espagnol. Avant de s'effondrer, Lake va quand même faire un acte de bravoure. En fait, il interdit à ses soldats de tirer, il les fait avancer sur les Français pour prendre le mur d'assaut, et il aura cette citation « Don't fire, men, don't fire, wait a little, we'll soon charge, the bayonet is the true weapon of a British soldier. » Donc ce gars va dire « Ne tirez pas, messieurs, ne tirez pas, attendez un petit peu, nous allons bientôt charger la baïonnette et la véritable arme du soldat britannique. » C'est un fou furieux. Et en fait, au moment où les Suisses se débandent, l'extrême droite de l'aile française, croyant que les Suisses chargent, se mettent à charger aussi, parce qu'ils croient que les Suisses chargent, mais en fait ils se rendent. Enfin, c'est spécial la guerre à l'époque. Et en réalité, ils vont littéralement annihiler le 29e. Ça va se battre dans les ravins à la baïonnette, etc. La bataille était à ce moment-là est mal engagée pour les Anglais, mais en fait, à un moment donné, Ferguson, donc le gars qui est en train de contourner, débouche sur la crête, et les Français commencent à être en très très mauvaise posture, et c'est là que Delaborde
estimant que sa mission est remplie, donc de retardement de l'armée britannique, va quand même va se retirer du champ de bataille. Alors, moi, vous savez, j'ai toujours du mal quand l'armée française perd, ça m'énerve. Dans beaucoup de bouquins d'histoire, on vous dit que la France a perdu cette bataille, mais je pense pas, en fait. Non, mais je suis très sérieux en plus de cela. Delaborde a quand même en face de lui 2 fois plus d'hommes, sur le papier, on est d'accord, mais bon, il a quand même quelque chose... hein. Il a assez peu de canons, si je me rappelle bien, il en a que 12. Il va en perdre 6 pendant la retraite. Mais globalement, il a réussi à les retenir suffisamment longtemps. Le hic, c'est que Loison, qui était censé venir faire la jonction avec lui pour faire suffisamment d'hommes pour bloquer les Britanniques, Loison n'est plus qu'à 16 km, mais il peut plus avancer ce jour-là, ses hommes sont rompus de fatigue, et Delaborde est obligé de se retirer. C'est ainsi que ça s'achève la première bataille de la guerre péninsulaire, la bataille de Rolissa, qui n'est pas la première bataille, puisque en réalité la première bataille, c'est la première défaite, pardon, c'est la bataille de Baylen, qui a eu lieu 1 mois avant, où la France prend une tôle monumentale, mais je pourrais revenir sur... J'ai choisi d'utiliser la bataille de Rolissa en introduction de toute cette présentation, parce que ça introduit la némésis de Napoléon, qui est Arthur Wellesley, le futur duc de Wellington. Ah pardon, il a perdu que 3 canons, excusez-moi. Delaborde ne va perdre que 600 hommes et 3 canons dans cette affaire. Si on considère en fait les forces qui étaient contre Delaborde, il se positionne bien sur une crête en défense, il se retire par bonds successifs. Une retraite, c'est extrêmement compliqué, vous pouvez vous faire plier, surtout à l'époque. Mais la chance qu'il va avoir, c'est que la cavalerie portugaise, elle refuse de charger. C'est marrant ces époques-là. Et puis, en fait, le 20e de dragons légers anglais n'est pas assez nombreux pour poursuivre. Et donc, ils vont se retirer avec 600 hommes. Pour Wellesley, ça va être une victoire plus politique et morale qu'une réelle victoire militaire. Sa légende commence, on va dire, à ce moment-là. Je vous fais pas le détail de tous les morts, mais bon, on peut quand même noter que les Anglais vont perdre quelque chose comme une centaine d'officiers quand même dans l'affaire. Et nous, en fait, au final, on va être très très peu, enfin notre armée en fait va être très très peu abîmée. Tout cela débouchera plus tard sur ce qu'on appelle la convention de Sintra. Si Maxime me laisse le crachoir la prochaine fois, je vous parlerai donc de la convention de Sintra, de la bataille de Baylen et de la suite de cette campagne, enfin de cette succession de campagnes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci de m'avoir écouté. Je vais me coucher. C'était long, non? Non, ça va? Ouais, j'en ai plus. En tout cas, c'était très intéressant. Oui, bah... Hein? Je suis pas sûre d'avoir tout retenu. Non, mais je comprends. Vous auriez peut-être des précisions, des questions, ou je sais pas... Les antifas. Ah oui. Pourquoi ils sont pas rentrés Ah bah non. Oh non, les pauvres, ils sont pas beaucoup, apparemment. C'est qui celui qu'il a élu, roi d'Espagne, Joseph Napoléon? Joseph, c'est un des frères. C'est un des frères, du coup. C'est un des frères, ouais. Des frères De Napoléon? Donc il a fait élire son frère, roi d'Espagne? Ah, il l'a pas fait élire, Oui, il l'a posé là. C'est bon. Mais en fait, il faut... Qu'est-ce qu'il s'est dit du coup par la suite par rapport à Ferdinand, c'est ça? Ouais, Ferdinand VII, en fait... Et Charles, du coup. Là. Ah bah... Qu'est-ce qu'ils ont dit, je veux dire, Charles IV va finir sa vie en France, si je me rappelle bien. Non, Godoy lui arrive des soucis. Ferdinand part en exil aussi, et après l'Empire, il va remonter sur le trône. Et c'est pour ça que quelqu'un me parlait des guerres carlistes tout à l'heure. On peut situer quelque part le ferment des guerres carlistes à ce moment-là. Carliste, Carlos, Charles.
Napoléon Bonaparte, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un... alors bon, je blague souvent là-dessus, j'ai pas une admiration particulière pour Napoléon Bonaparte. Mais il place sa famille partout. Bon, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Bon, il y a quand même une raison politique claire, c'est que effectivement il veut créer sa dynastie. Bon, ça c'est certain. Mais ça fait très chef mafieux hein, quand même. Non, certes. Enfin bon, c'est. Et puis, enfin moi je trouve, après c'est vraiment personnel. Hein, je trouve qu'il y a tout un tas de choses qui sont faites, qui sont assez maladroites, et notamment cette affaire d'Espagne qui est particulièrement maladroite. Mais il le reconnaîtra plus tard. Hein. C'est. Enfin, je trouve ça passionnant parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'historiens français qui soient vraiment penchés sur cette question. Quand vous lisez, il y a des choses on peut comprendre que ça dérange la République, par exemple, parce que quelque part, ces soldats issus des Lumières hein, sont là pour apporter paix, amour, liberté et fleurs. Hein. Et vous avez notamment quand les soldats anglais en fait débarquent au Portugal et sont en train de marcher là dans juste l'épisode dont on parle, le capitaine Leach là, du 95e explique qu'à un moment donné, ils sont partis fourrager dans un village et ils passent dans le couvent. Enfin, un couvent en ruine. Et il explique que sur les murs du couvent sont couverts de sang et de cervelle. Et en réalité, il y a beaucoup d'églises qui vont être cramées, détruites, etc. Enfin, les soldats français de cette époque-là, ils comprennent pas que ces espèces d'Espagnols bigots leur résistent avec leur padré et puis leur nonne, etc. On va violer de la nonne. C'est une activité soudarde. Bon. Mais bon, après, il n'y a pas que les... Enfin, les Anglais feront des saloperies aussi, il n'y a pas de raison, hein, c'est la guerre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a un gros contentieux à ce moment-là. Vous avez d'autres questions? Tu as lu les mémoires d'un paysan bas breton? Non, je ne l'ai pas lu encore. J'étais au Relais quand le bouquin est sorti d'un grenier, à Quéréon, à côté de Brest, et qu'il a été publié par un tout petit éditeur. Ah ouais, d'accord. Et premier tirage, ils ont été... bon, c'est pas du tout ces guerres-là, non. C'est la campagne de Russie. Mmh. Mais bon, pour dire que tu disais que les soldats français écrivaient. Ah oui, beaucoup. Et, donc c'est vraiment le soldat, le paysan, d'une famille paysanne de Plougastel, qui est vraiment... tu sens que ces gens-là étaient tous lettrés, ils savaient tous lire. Ah oui. Ils écrivaient, il y a 0 faute d'orthographe, une calligraphie exceptionnelle, et tu as 600 pages d'un livre normal d'histoire. Le premier tirage, donc le tout petit éditeur... il a dû se faire défoncer. 70 000 en 6 mois. En quelle année? C'était en 2006. Ah ouais. Parce que j'ai vu passer le titre, mais j'en ai tellement à lire là. Voilà, il a été récupéré par d'autres éditions, je crois. Mais... Oui, c'est probable. Mais il y a... Ça, c'est très ennuyeux parce que moi, j'aurais aimé faire des présentations sur la guerre de 7 ans, etc. Avec, bon, je peux en faire hein, parce que j'ai pas mal étudié la guerre de 7 ans. Mais on n'a vraiment pas d'écrit de soldats comme on a. Enfin, on en a une matière incroyable pour les guerres napoléoniennes. Parce que c'est à la mode, en fait. Puis sous la Restauration, il y a pas mal de types qui vont écrire. Il y a des officiers qui vont devoir se justifier de choses aussi. Hein. C'est ça qui est marrant. C'est curieux aussi, hein, cette période 1830, là. Vous avez des gens qui ont combattu... vous avez des gens qui ont combattu pour l'Empire, qui vont être médaillés de l'ordre de Saint-Louis par Louis XVIII. Enfin bon, vous avez des carrières militaires qui vont passer littéralement de la royauté à l'Empire à la royauté. C'est assez impressionnant. Des carrières civiles aussi. Des carrières civiles aussi. Oui, aussi. Mais c'est vrai que je suis plus... oui, c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup, d'ailleurs.
Là, vous avez même vous avez des gens qui vont... alors ça, faudra que je le fasse aussi, mais j'ai pas encore assez de matière. Si vous connaissez l'armée de Condé, Louis-Joseph de Bourbon-Condé, en fait, l'armée contre-révolutionnaire. Et vous avez notamment le journal d'un fourrier de l'armée de Condé, qui est très intéressant à lire. Ce monsieur va finir député. Et très, très aimé. C'est un petit noble breton, si je me souviens bien. En Haute-Loire, c'est bailli de Brioude française, qui a fait tout le régime de la Révolution, qui a été adopté par Louis XVIII et ses parents par Charles X. C'est le bailli de... Il était bailli de Brioude. De Brioude. Ah, je chercherai. Là. Il s'appelait Jean-François Gessier. D'accord. Non, mais c'est vrai que... quand vous lisez les mémoires de Marbeau, moi ça m'a pas mal interpellé, on va dire. À un moment donné, vous avez le père Marbeau, donc le général Marbeau père, qui s'engueule avec ses beaux-frères qui ont émigré. Parce qu'en fait, vous avez ces aristocrates français qui décident que non, on n'émigrera pas. Non, parce que bon, on est militaire, on va faire la guerre, et puis on va pas laisser la France tomber. Et vous avez une partie, donc des légalistes, on va dire. Hein. Et vous avez les autres qui disent, non, hors de question que je me batte pour la Révolution. Et ils vont avoir un destin incroyable, hein, la Légion Noire de Mirabeau, tous les corps constitués, en fait, de l'armée de Condé, qui vont se battre contre la France, sous uniforme anglais, payés par les Prussiens. C'est n'importe quoi. Voilà.